le rôle de l'éducation, c'est de doter ces apprenants-là de compétences qu'eux-mêmes ils peuvent transférer. Nous survolons la science en fait. Nous parlons des choses que les élèves ne voient pas, ils ne comprennent pas, ils apprennent pour avoir les points et à partir du moment où ils ont les points, c'est fini en fait. L'école, cadre d'échange du savoir au service de l'humanité, a au fil du temps connu beaucoup d'évolutions. Elle constitue la base, le fondement sur lequel repose l'espoir du développement. À travers les programmes d'enseignement, nous formons les élites de demain capables de conduire le train de l'émergence. Mais en Afrique, ces programmes d'enseignement semblent ne pas répondre à ces besoins. Cela s'explique si nous voyons le niveau de développement de nos nations. Je dis souvent que le sous-développement, ce n'est pas une absence d'industrie. En Afrique, on n'a pas d'industrie, on parle qu'on n'a pas d'industrie, on pense qu'on n'a pas d'industrie, donc on est sous-développé. Le sous-développement, ce n'est pas une absence d'emploi. Le sous-développement, ce n'est pas une absence de richesse en fait. Mais le sous-développement, c'est l'expression de la pensée qui se croit incapable de produire le développement. Parce que ça se fait au niveau de la tête en fait. Si vous pensez que vous ne pouvez pas changer l'environnement, vous ne pouvez pas produire la plus-value, vous ne pouvez pas faire avancer les choses, là vous êtes sous-développé en fait. Mais à partir du moment où vous êtes capable de le faire, vous êtes affranchi du sous-développement et vous êtes développé. Le chômage des jeunes diplômés est un réel problème. Il est temps donc de réfléchir à une autre façon d'enseigner qui allie la théorie à la pratique. Une pédagogie dynamique où l'apprenant sort nanti non seulement de diplôme, mais d'un savoir-faire évident qui lui permet d'être actif dans la vie. Voilà l'objectif que se fixe l'Observatoire panafricain des études et des métiers. Un encadrement pratique en sciences et technologies né après un long processus de recherche sur l'école et le développement en Afrique. À l'initiative de ce projet, le panafricaniste, le professeur José Victor Afano. Depuis 17 ans, je fais de la recherche sur l'école et le développement, c'est-à-dire l'impact, l'importance de la qualité d'enseignement exclusivement des sciences sur le développement. J'étais en 3e année école d'ingénieur à Bruxelles et je me suis rendu compte en fait de l'importance de l'enseignement, de ce que je pouvais faire, ce que l'école m'a donné, les compétences, les capacités que l'école m'a données et que je n'aurais jamais eu en Afrique en fait. C'est là où j'ai commencé à réfléchir sur la situation de l'Afrique en général. Le Togo n'est qu'un cas en particulier en fait. Des problématiques de sous-développement, de manque d'emploi, de manque de croissance, de faiblesse du pouvoir d'achat. Et quand on réfléchit bien, c'est que notre école, notre système éducatif, notre méthode d'enseignement ne nous donne pas les compétences nécessaires pour pouvoir faire face aux besoins de la vie. La mission de l'école, c'est de pouvoir faciliter, répondre aux problèmes de la société en fait. Et l'école n'est pas orientée en ce sens-là. Et donc à partir de là, j'ai commencé à réfléchir sur la façon d'enseigner en Afrique. Donc l'école que moi j'ai suivie en Afrique jusqu'au baccalauréat n'a rien à voir avec le système éducatif qui est développé dans les pays dits industrialisés en fait. Donc l'école en fait, si la science est enseignée comme elle devrait l'être, conduit à une acquisition réelle des compétences et qui permet en fait aux apprenants de mettre en place de la technologie, c'est-à-dire partir d'une idée et concevoir un système, un dispositif électromécanique automatisé et qui répond en fait à l'idée en fait. Et donc c'est en ce sens que j'ai d'abord commencé à faire des conférences et puis j'ai publié 3 ouvrages, mais tout ce que je dis c'est apprécié, mais il faut matérialiser cela en fait. Je veux fondamentalement une structure, un groupe, des élèves qui en fait intègrent dans cette nouvelle façon d'enseigner qui est complètement à l'antipode de l'enseignement je dirais caricatural qu'on retrouve en Afrique, pour les conduire en fait à un meilleur devenir. Voilà un peu le cheminement qui m'a conduit jusqu'à ce que je mette en place ici au Togo l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers, qui est en fait un centre de développement des compétences. L'école doit éveiller en l'apprenant les capacités de recherche à même de trouver des solutions aux problèmes de la vie quotidienne. L'objectif à long terme, c'est de former des élites qui ne cherchent pas du travail à faire, mais qui ont la capacité de créer des opportunités.
nous survolons la science en fait. Nous parlons des choses que les élèves ne voient pas, ils ne comprennent pas, ils apprennent pour avoir les points et à partir du moment où ils ont les points, c'est fini en fait. Alors qu'ici, vous avez vu à OPEM, on ramène la science à l'évidence. Et c'est pas le prof qui manipule devant l'élève, mais c'est l'élève qui manipule. Et ça permet en fait à l'élève de comprendre et de pouvoir exporter ce qu'il a fait en fait à la maison. Et c'est ça ce qu'on appelle une acquisition réelle des compétences. Le Mobile Labo est une particularité dans notre pays. Cette initiative qui vise à rapprocher les apprenants des sciences expérimentales fait déjà ses preuves sur divers plans. Concevoir et équiper les écoles de laboratoire, amener les outils de laboratoire aux élèves et leur expliquer les applications pratiques. On a constaté que chaque année, après les résultats, c'est toujours les matières scientifiques qui sont déclarées les matières d'échec, c'est-à-dire que les matières dans lesquelles les enfants n'ont pas bien travaillé. Alors, est-ce que ça va demeurer toujours comme ça? Voilà pourquoi nous avions apporté ce joyau-là pour pouvoir accompagner les établissements. Et donc, nous sommes mobiles. Cela veut dire que via notre mobilité, même si vous ne pouvez même pas avoir de laboratoire, nous, on va faire déplacer des matériels pour venir dans votre établissement et vous offrir tout ce dont vous avez besoin pour que vos enfants aussi soient compétents. On couvre tous les domaines pédagogiques, que ce soit les sciences physiques, les sciences de la vie, de la terre, les mathématiques, tout ce qui concerne l'enseignement expérimental, nous sommes là pour pouvoir vous accompagner. Il faut aussi conscientiser maintenant les enseignants, les amener à comprendre que quel que soit le cours qu'on doit faire dans les matières scientifiques, qu'on appelle les matières expérimentales, on doit toujours amener les enfants au laboratoire. Ou bien on doit toujours se servir de quelque chose pour pouvoir dispenser ce cours. On doit toujours se servir de quelque chose pour pouvoir dispenser ce cours. Comme c'est bien mentionné dans nos manuels pédagogiques, on ne peut enseigner la science qu'en la faisant faire. Parce qu'en le faisant ainsi, vous êtes en train de jouer plusieurs rôles. Premièrement, vous êtes en train de mieux former vos élèves. Parce qu'il y a un proverbe chinois qui dit « j'attends, j'oublie ». Je vois, je me souviens, j'agis, je comprends. Lorsque vos enfants vont commencer par agir, ils vont mieux comprendre. Arrivé à l'examen, ils auront toujours de meilleurs résultats. D'ailleurs, cette école qui nous accueille aujourd'hui a déjà montré, via l'utilisation de ces matériels, que en sciences physiques, en mathématiques, en SVT, les élèves sont toujours excellents. Les élèves sont toujours excellents. Les sciences physiques ne sont plus une bête noire pour les élèves de cette école. Et donc, c'est important qu'aujourd'hui, que chaque établissement puisse avoir des matériels d'expérimentation, que chaque enseignant se serve de ces matériels-là pour dispenser son cours, pour que ça soit facilement assimilable par nos enfants. Et l'autre aspect, c'est que après tout, les enfants ont des compétences qu'ils peuvent vendre. Installé depuis quelques années, le Mobile Labo a incité l'esprit d'ingénierie chez des apprenants. Avant, dans les matières scientifiques, on ne faisait que les cours théoriques. Maintenant qu'on a installé et équipé le laboratoire et qu'on fait des expériences et des pratiques, je comprends mieux les cours et je reçois de bonnes notes dans les matières scientifiques. C'est un dynamomètre que j'ai fabriqué avec la boîte d'un médicament. Ça, c'est pour les blancs. Mais pour moi, c'est plus solide que les blancs parce que quand pour les blancs sans tombe, ça peut casser. Mais pour moi, c'est bien solide et bien élastique. Et ça peut soutenir au moins un poids de 10 newtons. Et ça, c'est un moteur qui fait tourner le disque de Newton. Je l'ai fabriqué à base du calendrier. Et on met une petite plaque dedans pour la faire démarrer. Et ça, c'est pour un réseau. J'ai fabriqué ça aussi à base du calendrier. Et pour voir le réseau, on met le réseau ici pour voir comment les couleurs sont bien disposées dans le réseau. Et mon but, c'est de fabriquer un robot qui peut parler et marcher. Il est clair qu'il faut redéfinir les priorités dans l'enseignement en général et dans les sciences en particulier en Afrique. Ici, à l'OPEM, l'Observatoire panafricain des études et métiers, déjà en classe de 6e, les élèves travaillent sur des programmes et des projets. La pratique et la réalité des expériences sont leur quotidien. À OPEM, nous suivons tous les cours, mais
nous avons une orientation scientifique. Nous faisons beaucoup de laboratoires, nous manipulons nous-mêmes, ce qui nous permet de bien comprendre la théorie. En dehors des cours de laboratoire, nous avons également des cours de programmation de technologie. Ici, nous travaillons sur la pédagogie de projet. Nous sommes appelés à réaliser des projets dans chaque matière. En sciences, par exemple, nous allons monter un hélicoptère comme celui-ci. Pour l'instant, nous allons monter des LED en parallèle et en série et des petits moteurs à courant continu. La combustion du soufre. Ici, on a le soufre et là, la solution de permanganate de potassium. Donc, on verse le soufre ici. Ensuite, on va le brûler. On observe que le soufre se fond et se vaporise. On observe aussi une flamme bleue. On observe aussi le dégagement de la fumée. Un peu de gouttelettes sur les parois. Après, on prend le bocal et on agite. On voit que la solution de permanganate se décolore. Donc ça veut dire qu'il y a présence du dioxyde de soufre dans le bocal. La combustion du soufre qu'on vient de réaliser est réussie. Après, on va remettre un peu de solution. Et après, on remue. On voit que la solution se décolore toujours, donc ça veut dire qu'il y a toujours le dioxyde de soufre dans le bocal. Et si on rajoute encore de solution de permanganate, la solution va se décolorer. Donc la combustion du soufre donne le dioxyde de soufre grâce aux deux réactifs, le soufre lui-même et le dioxygène. Aujourd'hui, c'est montrer en fait à la population qu'il y a une autre façon d'enseigner les sciences. Quand vous dites à un élève que s'il met 2 électrodes dans de l'eau et qu'il fait passer du courant à travers ces électrodes et qu'il recouvre les électrodes de 2 tubes à essai, il obtient de l'oxygène et de l'hydrogène, je suis désolé, mais pour moi, c'est beaucoup plus de l'histoire. Ce n'est pas de la science en fait. Mais ramener cet enfant à réaliser ce montage. Nous pouvons trouver ici, partout en Afrique, à Yamoussoukro, à Yaoundé ou à Sokodé, le matériel nécessaire très basique pour que l'enfant réalise l'électrolyse de l'eau et qu'il obtienne l'oxygène et l'hydrogène et qu'il expérimente les caractéristiques physiques et chimiques de ces gaz. C'est à partir de là que l'enfant peut utiliser ce besoin, ce savoir pour intégrer un concept technologie et l'utiliser en dehors de l'école. Donc ici, aujourd'hui, c'est de pouvoir montrer à la population qu'il y a une autre vision d'enseignement scientifique et une autre vision de l'orientation de nos enfants. La science, il faut le commencer très tôt. Il faut que les enfants s'habituent déjà à ce concept en fait de recherche. Ce que nous faisons ici, c'est beaucoup plus de la recherche. C'est pas une transmission de savoir, mais nous guidons les élèves pour qu'ils puissent, à travers les manipulations, arriver en fait à concevoir, à assembler le savoir eux-mêmes. Pour ces élèves, même à la maison, les recherches continuent. Ceci devient un jeu, des loisirs pour eux. Leur curiosité aiguise leur appétit et leur soif du savoir. J'ai constaté un changement par rapport à l'attitude que j'avais. J'ai constaté que toutes les pratiques qu'on fait à OPEM, ça me permet de les réaliser. Si je vais quelque part, il y a peut-être une panne sur une machine, je peux le réparer. Il faut des trucs comme ça pour nous en Afrique. Parce que chaque fois, on voit que les enfants sortent des écoles, mais ils n'ont pas ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, ils ne savent pas. Surtout après le bac, il y a des gens qui t'attendent, je vais faire ça, mais ça ne marche pas. Ce que j'ai constaté, c'est qu'ils adhèrent bien aux études là-bas.
Et même à la maison, il a commencé par faire certaines choses qui nous a étonnés. Par exemple, dans notre cuisine, on a vu que l'ampoule ne s'allume plus. Donc les grands frères disent que l'ampoule est gâtée. Lui, il vient, il dit non, non, non. Il voit derrière l'interrupteur, il dit qu'il y a une file qui est déconnectée. Les grands frères disent non, tu fais trop. Et je suis parti là-bas, j'ai vu que vraiment, le fil est déconnecté. Donc on a placé, puis ça reste allumé. Donc déjà avec ça, j'ai vu que l'enfant a commencé par apprendre quelque chose. Les talents, l'Afrique en regorge suffisamment. Mais tout ce génie a juste besoin de canalisation. Regardez seulement autour de vous, les jeunes africains sont des talentueux, sont des génies. Vous avez des jeunes de 8 ans, 9 ans, 10 ans qui prennent des conserves, des boîtes de conserve, tomates de conserve, et ils prennent juste les enveloppes, ils prennent des fils de fer, ils font des voitures, ils font des vélos, ils font des bateaux. J'ai même vu des avions que des jeunes Ghanéens de 10 ans ont fabriqués. J'ai vu ça également au Congo. Donc ce sont, en Europe, les jeunes de cet âge ne fabriquent pas ce genre de choses. Donc le jeune africain est très ingénieux. Mais la continuité de notre école, cet aspect ingénieux des jeunes africains ne se transpose pas à l'école. C'est ce que j'appelle africanisation de l'enseignement. Il suffit de ramener cette conception, cette ingéniosité de jeunes à l'école, de mettre là-dessus le dessin, la conception, les formules, le choix des matériaux, on a la fabrication. Donc l'hélicoptère que j'ai fait voler tout à l'heure, que vous avez vu, nous sommes en train de fabriquer des hélicoptères ici. Et les jeunes en 6e sont en train de monter les éléments nécessaires pour pouvoir fabriquer l'hélicoptère. Donc on fonctionne sur la pédagogie de projet. Donc les jeunes africains sont très ingénieurs. Donc en très peu de temps, si le système éducatif intègre le curricula que nous mettons en place à OPEM, en moins de 10 ans, vous serez émerveillés par la classe dirigeante qui sortira, la ressource humaine qui sortira de ces établissements. Et on n'a pas besoin de 20 ans pour développer. Mais quand vous donnez le maximum, celui qui apprend la couture ou la coiffure, c'est tout au plus 3 ans ou 4 ans. Ici, on est dans un processus d'acquisition réelle de la technologie, c'est-à-dire des compétences en fait, qui permettent de transformer l'idée, le désir, en réalité automatique. En fait. Ça prendra beaucoup plus de temps, mais ceux qui sortiront à course, ils ne sortiront même pas. Parce qu'ici, on fonctionne avec des projets. Et en classe de 4e et de 3e, les élèves d'ici doivent pouvoir installer des feux tricolores programmés et que ça fonctionne complètement. Ils doivent venir tous les 6 mois faire les entretiens sur ces feux tricolores. C'est ça ce qu'on appelle le développement. Un développement, comme je le disais, doit être endogène. Et il ne faut pas beaucoup de temps pour pouvoir le faire, mais il suffit de mettre les moyens. Il est très important pour que les États africains mettent un pourcentage de PIB conséquent dans l'enseignement. Il est important que les décideurs africains forment les enseignants. Il faut qu'ils mettent en place des laboratoires et du matériel nécessaire pour pouvoir réécrire une autre façon des sciences. Je prends souvent les exemples de Kepler, de Galilée, de Newton, de Avogadro, de Pierre-Marie Curie, de James Watt. Donc en fait, ces grands chercheurs n'étaient que des enseignants qui, dans la façon d'enseigner, fabriquaient eux-mêmes en fait. Et les enseignants que vous avez aujourd'hui en Occident ne sont que des disciples descendants de ces grands chercheurs. Et ils enseignent typiquement comme ceux-là ont enseigné en fait. Alors que nous, on survole les sciences en se basant sur ce que le colon a laissé. Je rappelle que l'éducation que nous avons en Afrique n'est qu'un héritage colonial. Le colon, en venant en Afrique, a construit des routes, les chemins de fer, les ports, les aéroports, à ces fins. C'est à cette fin également que le colon a construit l'école. L'école qui est mise en place en Afrique n'a pas l'objectif de développer le continent africain. C'est très important. C'est une école de compréhension. Aussi grand est consacrée la partie recherche dans l'école en Occident, en Afrique, on est focalisé uniquement sur la compréhension. On cherche à comprendre des phénomènes et on se limite à cette compréhension. Alors que nous sommes dans un monde qui est révolutionné. C'est la méthode d'enseignement qui a conduit l'Europe à la révolution industrielle. Aujourd'hui, on a dépassé cette révolution industrielle et on est dans la révolution numérique. Nous n'allons pas inventer la poudre ni le cercle en Afrique, mais il est très important de redéfinir notre façon d'enseigner pour que des jeunes qui sortiront de nos écoles acquièrent très facilement les capacités qu'ils doivent faire valoir en Afrique. Et ça cesse, il faut qu'on arrive en fait à cesser par les immigrations, donc les jeunes qui partent, qui prennent des pirogues et qui se lancent en fait à la recherche du bonheur à l'extérieur. Tout le bonheur est ici.
Voilà, c'est très important en fait, mais à partir du moment où la connaissance n'est pas acquise et qu'on reste en fait superficiel et qu'on enseigne la science comme on enseigne l'histoire, on va avoir une licence, une maîtrise, si vous voulez, un master, mais on va faire du sémillant ou on va aller de porte en porte pour aller chercher du travail, alors que on a tout à refaire en fait sur nos continents. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin des ressources humaines dotées de matières bien garnies, prêtes à être exploitées pour contribuer pleinement au développement. L'Afrique doit compter désormais sur la technologie et la science pour bâtir son essor économique. Cette formation au développement du pays, c'est une très bonne initiative. Une très bonne initiative parce que, vous savez, des gens peuvent finir leur formation et ne pas rester au Togo pour le développer. Ils vont vouloir aller ailleurs. Mais s'ils sont au pays, c'est qu'ils reconnaissent qu'ils sont natifs de ce pays et qu'ils ont une obligation vis-à-vis de la nation, celui de faire son développement. Et donc, ils ont créé des sociétés. Maintenant, quitte au gouvernement de les accompagner, d'accompagner ces initiatives-là. Et ça va être très louable. Si on met aussi au Togo l'accent sur l'éducation, je vous avoue que dans 20 années, nous aurons un Togo vraiment impeccable. Tous les problèmes du Togo se situent au niveau de l'éducation. Si on arrive à investir dans l'éducation, c'est vrai, sans vous mentir, le gouvernement a fait l'effort, le ministère de l'Enseignement supérieur. Jusqu'à cette année, des bourses nationaux ont été accordées aux étudiants qui ont eu le bac et envoyés vers les universités privées du Togo. C'est un grand pas. Mais je leur demande encore d'augmenter encore cela pour qu'on puisse atteindre un niveau d'éducation très élevé comparable aux pays développés. Pour soutenir ces idées, le professeur José Victor Afanou a écrit plusieurs œuvres parues aux éditions Harmattan notamment, celui intitulé « La réforme du système éducatif africain pour l'autonomie et le développement continental ». Dans ce livre, il analyse les méthodes pratiques et pédagogiques idoines pour bâtir une instruction africanisée, seul gage du développement et de la stabilité. Entre autres, a-t-il écrit « École africaine du XXIe siècle, nouvelle dynamique de formation des professeurs des sciences et de la technologie ». Des ouvrages validés par l'UNESCO, IICEBA. J'ai posé deux assertions. J'ai une première assertion. Dans la première assertion que j'ai posée, je me dis, j'ai essayé de prendre les pays développés. Je prends les pays développés. Quand j'épluche les pays développés, je me rends compte que tous ces pays sont des pays industrialisés. Donc, de l'autre côté, j'ai pris une deuxième assertion, j'ai pris les pays industrialisés, c'est-à-dire les pays qui ont de la métallurgie, de l'industrie lourde, de la sidérurgie, des usines pharmaceutiques, la fabrication de l'armement, des voitures et de l'aéronautique. Donc ces pays industrialisés sont tous des pays développés, c'est-à-dire les pays qui ont un PIB élevé, les pays qui créent de l'emploi, les pays qui ont de la croissance en fait. Cela va sans dire que en suivant ces deux lignes, les pays développés sont tous des pays industrialisés et les pays industrialisés sont tous des pays développés. Moi qui suis préoccupé par le développement du continent africain, donc il faut développer l'Afrique, il faut industrialiser. À partir de là, j'ai fait deux analyses. La première analyse, je suis concerné par le développement et nous venons de voir que pour développer, il faut industrialiser. Vous ne pouvez pas développer un pays qui n'est pas industrialisé, c'est impossible. Mais pour industrialiser, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut la matière première? Est-ce qu'il faut les minerais? Est-ce qu'il faut le café, le cacao, la bauxite? Je ne pense pas, parce que les pays comme l'Italie, l'Autriche et le Danemark n'ont pas ces matières premières, mais ce sont des pays très industrialisés. Pour industrialiser, il faut la technologie. Si vous n'avez pas la technologie, vous ne serez pas industrialisé, c'est très clair. Et pour avoir la technologie, il n'y a nulle part ailleurs que dans les écoles. C'est dans les écoles, dans les centres de recherche qu'on crée la technologie. Connaissant la technologie, ayant la technologie, on crée l'industrialisation et là, on crée l'emploi, on crée la plus-value et on est développé. Je n'ai pas été satisfait par cette première analyse. J'en ai fait une deuxième. J'ai fait le tour de plusieurs universités
J'ai posé la question aux grands économistes pour savoir sur quelle base fonde-t-on le développement. La réponse est unanime en fait. Pour développer, il faut la ressource humaine. Ah bon, c'est donc la ressource humaine qui permet de développer. Mais la ressource humaine, c'est quoi? Ce ne sont pas les hommes et les femmes qui peuplent un pays ou un continent, mais la ressource humaine, c'est la matière grise. C'est ce que ces hommes et ces femmes ont dans leur tête. C'est leur capacité à pouvoir changer, à métamorphoser, à transformer leur environnement. Et donc cette matière grise ne se transforme nulle part ailleurs qu'à l'école. Donc l'école est le centre de gravité du développement. Si vous ne vous focalisez pas sur l'école, quand je dis école, il y a lieu de poser la question, quelle école? Quelle école développer? Est-ce que l'école africaine est capable de développer? Je dis malheureusement non. Voilà un tout petit peu la logique qui conduit en fait à partir de l'école à arriver en fait à un développement. C'est comme ça que le développement occidental s'est créé. On part d'une école orientée vers la recherche et cette école orientée vers la recherche a conduit jusqu'à la révolution industrielle et aujourd'hui la révolution numérique. Une autre manière d'enseigner s'impose à l'Afrique. La théorie c'est bien, mais couplé de pratique et de l'expérimentation, c'est beaucoup mieux. Des citoyens qui réfléchissent pour trouver des solutions pérennes aux problèmes de nos pays. C'est seulement à ce prix que nous pouvons prétendre au développement. Voilà. En économie, voilà qu'arrive la Chine, qu'avons-nous Afrique frère? Africain, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, à tendre les bras. Africains,